compliqué. Je vous remercie donc d'être si nombreux. Je pense qu'au fil de l'eau, les gens vont arriver, donc on va commencer cette conférence. Donc le FET, c'est le Forum pour l'emploi des travailleurs handicapés, qui a été proposé par MixiJob, donc la plateforme d'emploi de la diversité. Donc je suis Raïla Stek, j'en suis la présidente et cofondatrice. MixiJob, c'est une plateforme au positionnement et aux fonctionnalités uniques qui a été créée pour permettre aux entreprises d'atteindre leurs objectifs de diversité dans le recrutement, également pour favoriser l'égalité des chances dans l'emploi. Sur ce forum virtuel, vous allez pouvoir vous rendre sur les stands d'entreprises inclusives, consulter les offres d'emploi, prendre des rendez-vous avec les recruteurs. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir le témoignage de 2 experts qui vont nous éclairer sur le handicap d'une part et sur l'entreprise inclusive et les besoins des collaborateurs d'autre part. Donc on a avec nous Benjamin Louis, qui est le président de l'association Cœur Handisport. Bonjour Benjamin. Bonjour à tous. Et on a également Julien Brezin, donc directeur général de Great Place to Work France. Du coup, bonjour Julien. Bonjour à tous. Bonjour, merci à vous deux d'être là. Pour initier du coup les sujets de handicap, je vais rappeler ce qu'est la RQTH, même si voilà, beaucoup de personnes savent ce que c'est. Il s'agit de la reconnaissance de la qualité de travailleurs handicapés. Donc c'est une reconnaissance administrative française qui est attribuée par la Maison départementale des personnes handicapées, donc MDPH, et ça va permettre d'identifier les personnes en situation de handicap sur le marché du travail. Pour l'obtenir, il va falloir donc un taux d'incapacité permanente d'au moins 80% ou être classé en catégorie travailleur handicapé suite à une orientation de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Et évidemment rencontrer des difficultés pour obtenir ou conserver un emploi en raison du handicap. Pour être succinct, c'est une procédure qui va consister à déposer un dossier auprès de la MDPH avec des justificatifs médicaux, une évaluation professionnelle et d'autres pièces. Et après instruction, ce fameux comité va statuer sur l'attribution ou non de cette RQTH. Une fois qu'elle est obtenue, ça va ouvrir droit à plusieurs avantages. Donc, c'est des choses dont on va parler aujourd'hui, puisque les entreprises ont une obligation d'emploi donc à hauteur de 6% de leur effectif lorsqu'elles atteignent 20 salariés et plus. Ça va permettre d'avoir des aides financières, des aménagements de postes spécifiques, un accès à la formation professionnelle et au bilan de compétences qui va être facilité. Et vous êtes prioritaire dans les recrutements en cas d'égalité de compétences. Et vous avez évidemment un abattement sur les revenus salariés pour le calcul de l'impôt. Donc, c'est un levier essentiel pour l'employabilité et l'inclusion professionnelle des personnes en situation de handicap. Et ça va permettre de bénéficier d'un accompagnement renforcé. Et c'est une incitation pour les employeurs. Donc là, c'est vraiment un volet administratif. Le handicap, c'est évidemment bien plus qu'une reconnaissance administrative. Justement, Benjamin, je vais te passer la main pour approfondir, peut-être nous parler de ton parcours et ce que ça peut représenter pour toi, Benjamin. Exactement. Rebonjour à tous, il y en a qui sont arrivés un petit peu après. Donc moi c'est Benjamin, je suis malvoyant de naissance, j'ai une maladie rare. J'ai réussi à me développer grâce au sport. En fait, c'est le sport qui m'a construit en tant qu'homme. Et grâce à ça, j'ai pu évoluer au fur et à mesure. Mais malgré tout, j'ai dû faire face à beaucoup de difficultés, notamment dans mon parcours scolaire, avec par exemple des discriminations, des préjugés, des moqueries. Ça a été assez conséquent et moi j'ai eu la chance d'être au milieu ordinaire, que ce soit en éducation ou par le sport. Et le sport m'a permis de me construire et de faire face, on va dire, à toutes ces difficultés, à tous ces obstacles. Et du coup, j'ai pu évoluer et à un moment donné arriver sur le parcours de l'emploi. Et sur le parcours de l'emploi, beaucoup de questions se sont posées, effectivement, parce que moi, j'ai un handicap qui est invisible, parce qu'effectivement, il y a tout ce qui est visible et invisible, et le handicap est invisible à 80%. Et c'est vrai que se pose la question, c'est est-ce qu'on doit dire qu'on est en situation de handicap et donc se déclarer avec une RQTH auprès d'un futur employeur ou de notre employeur actuel. Et c'est vrai que moi, la question s'est posée en allant voir des salons sur les handicaps pour trouver un emploi.
Et finalement, je me suis dit, la facilité, entre guillemets, en tout cas, ça serait plus facile de déclarer que je suis en RQTH que pas. Tout simplement parce qu'effectivement, il y a des accès facilités à l'emploi en déclarant sa RQTH. Et donc, de ce fait, je me suis dit, ça va être peut-être plus simple pour moi que de me poser la question. Et donc, je l'ai fait comme ça. Et finalement, ça a fonctionné parce que je suis passé par ces parcours dédiés et finalement, j'ai trouvé un employeur à l'époque, il y a une quinzaine d'années. Donc, ça a prouvé que finalement, c'était la bonne solution. Et en même temps, on va dire que dans une entreprise, on n'est pas obligé de le dire à tout le monde. Effectivement, c'est un choix personnel déjà de déclarer qu'on est RQTH ou pas, et après de le déclarer à qui on veut dans l'entreprise. Et notamment, le fait de le dire qu'au niveau médical et santé, donc par exemple la médecine du travail, si on veut uniquement que ce soit cette personne qui soit informée. Et après, effectivement, c'est elle qui fait le lien en interne avec l'entreprise. Après, si on veut le dire à plus de monde, c'est un choix uniquement personnel. Et ça, vous êtes libre de le faire ou pas. Donc ça, il faut bien l'avoir à l'esprit. Et donc du coup, c'est vrai que la RQTH, ça m'a permis aussi du coup, en interne, en entreprise, de pouvoir, on va dire, adapter mon poste de travail au niveau matériel. Et ça, c'était super important parce que moi, en tant que malvoyant, voilà, j'avais besoin de certaines choses matérielles qui étaient indispensables pour moi. Et donc ça a été fait et pris en compte. Et c'est vrai que si j'avais pas déclaré ma RQTH, j'aurais pas pu en fait l'avoir, ce matériel, et donc j'aurais pas pu travailler normalement comme les autres. Or, c'est ce qu'il faut en fait, c'est que quand un employeur nous emploie, c'est pour qu'on travaille et qu'on soit, on va dire entre guillemets, aussi performant que les autres. En tout cas, c'est l'attendu d'une entreprise. Et donc en fait, moi j'ai fait aussi un parallèle avec mon parcours par le sport. Donc j'ai créé Cure Handisport il y a plus de 10 ans, qui a pour but on va dire, de faire en sorte de montrer que le handicap est compatible avec le sport. Et c'est aussi créer des vocations chez les personnes concernées pour se lancer dans la pratique sportive. Et c'est ce que j'ai pu mesurer moi avec mon expérience, c'est que finalement le sport, moi aussi, ça m'a permis d'avoir un lien social finalement, de rencontrer du monde, de savoir où j'avais des capacités et des compétences finalement. Et j'ai pu, on va dire, aller plus loin dans cette démarche. Et du coup, je fais un parallèle aujourd'hui entre le milieu du sport et l'entreprise pour bien montrer que oui, c'est possible, on a des capacités, on a des compétences. Et à partir de là, ça prouve que on peut être en entreprise et travailler en entreprise. Peu importe sa situation et peu importe son handicap. En fait, il suffit juste d'une adaptation, que ce soit matérielle, humaine, ou par exemple dans une entreprise d'horaire, par exemple. Et donc, c'est vrai que les employeurs, les ressources humaines doivent être, on va dire, le plus sensibilisés possible pour tout simplement leur dire que oui, c'est possible. Et que du coup, pour moi, effectivement, c'est un vecteur d'inclusion et qu'il faut déclarer sa RQTH. Pour moi, ça me paraît aujourd'hui indispensable, mais ça reste un choix personnel, bien sûr. Et du coup, quand on le fait, quand on est dans ce parcours-là, tout simplement, on est dans l'acceptation de soi aussi. On évolue sur son parcours d'acceptation qui évolue tout au long de la vie, tout simplement. Et ça permet aussi d'avoir une forme d'autodétermination parce que plus on accepte, plus on va de l'avant, plus on sait dire quand on a besoin d'aide, qu'on sait dire qu'on a besoin d'adaptation, et plus on est dans cette logique et plus ça devient naturel et ça ne pose plus de problème justement. Et c'est là où on est, on va dire, plus performant et que l'entourage est, on va dire, peut-être plus bienveillant et se pose aussi les questions avant qu'on les pose en fait. Et du coup, on amène du bon sens aussi dans les organisations et dans les entreprises. Et on s'adapte aussi, on montre qu'on sait s'adapter. Voilà. Tout à fait. Et tu parles de cette autodétermination et dépassement de soi. Tu parles aussi de l'acceptation. Donc, c'est le premier pas, notamment en entreprise, pour se créer des conditions pour être performant, pour évoluer dans le bien-être. Et ça, justement, c'est l'expertise de Julien. Donc, sur les attentes des collaborateurs, l'entreprise inclusive. Est-ce que, Julien, tu peux faire le lien et expliquer pourquoi c'est important, justement, le bien-être en entreprise sur les sujets d'inclusion notamment? Alors bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci Benjamin pour son témoignage. Moi, je ne peux qu'abonder dans le sens de Benjamin et je vais vous raconter un peu ce que nous on fait chez Great Place to Work et en fait comment on essaye de mettre en avant et de
de participer à notre micro-mesure à construire des organisations qui soient plus inclusives. Le métier de Great Place to Work, c'est l'analyse de l'expérience des collaborateurs et des collaboratrices. Donc, on pose des questions. Et quand on pose des questions, ce qu'on attend, c'est d'avoir des réponses. Et en fait, les questions qu'on pose doivent structurer ou essayer d'évaluer le niveau de culture de confiance existant dans l'organisation. C'est ça le message clé. Le message clé, c'est le niveau de confiance ressenti dans l'organisation. Et pourquoi je dis ça? Pour une raison extrêmement simple, c'est qu'en fait, pour faire son reveal et pouvoir exprimer encore une fois un handicap qui, dans la plupart des cas, n'est pas visible, il faut une culture de confiance. Une culture de confiance managériale. Évidemment, c'est courageux de la part de Benjamin et de tant d'autres de venir et de dire, voilà, moi, je suis en situation de handicap et j'ai besoin qu'on adapte mon poste de travail, si c'est nécessaire, mais pourquoi pas mes objectifs, si j'ai des objectifs, pour qu'on puisse en tenir compte et que voilà, c'est juste, bien sûr, tu as ta place, mais tu as ta performance et ta performance, on va l'adapter à ce que tu es en capacité de produire ou pas. Et pour ça, il faut instaurer une culture de confiance. Moi, mon enjeu, c'est pas de vous vendre Great Place to Work ou quoi que ce soit, ça m'est complètement égal. Mon enjeu, c'est que vous compreniez, chacun et chacune, que par la construction d'une culture de confiance, on parvient, nous semble-t-il, peut-être, ce n'est pas le seul, mais à créer les conditions favorisant la prise en compte des altérités, des différences de chacun et de chacune. Et cette culture de confiance, elle va venir nourrir le fait que Benjamin, n'importe qui dans l'organisation, puisse dire, puisse s'exprimer et puisse donc être pris en charge par l'organisation et reconnu, parce que de la culture de confiance, elle est faite évidemment de respect, d'équité, de sentiment d'équité, de sentiment de crédibilité perçue, de convivialité et de fierté de contribuer. Et en fait, c'est ces éléments-là qui viennent se structurer. Moi, mon message derrière, c'est un message de la mesure. Pourquoi? Parce que, en fait, ce qui se mesure dans les organisations, vous savez qu'on a des entreprises qui sont très, excusez-moi pour l'anglicisme, KPIisées, donc avec des outils de mesure un peu de partout. Et ce qui est mesurer la culture de confiance, moi, me semble-t-il, me paraît clé. Je suis désolé, j'en rajoute un encore un. Mais pourquoi? Parce que, en fait, ça permet de rentrer dans une démarche d'amélioration continue qui va favoriser année après année l'évaluation de cette culture de confiance. Et cette culture de confiance, si elle progresse, elle sera propice à l'épanouissement et à la révélation des talents de chacun, de chacune. Tout à Je fait, vais moi me permettre juste un dernier petit point. Pardon, vas-y, vas-y. non, non, je plus sois, hein, évidemment, ce sont les sujets qu'on aborde, chez MexiJob, donc directement avec les entreprises, les recruteurs et les recruteuses, qui se posent des questions. Parce que bien, qu'on se pose des questions sur, la tolérance, des entreprises, face au handicap, il y a des entreprises qui font de réelles démarches, pour, avoir une culture d'inclusivité, pour parvenir, justement à l'inclusion. Aujourd'hui, tout n'est pas parfait, mais tout est mis en tout cas en place pour qu'on arrive à une inclusion la plus forte possible. Il y a encore des exceptions. Si on peut parler notamment d'aménagement, parfois ça n'est pas possible. Parfois, on se demande est-ce qu'on doit parler de sa RQTH ou non. Si oui, à quel moment. On a eu notamment le cas de personnes qui se sont cachées à leurs dépens. J'ai notamment une personne qui était malentendante d'une oreille qui a expliqué que pendant des mois et des mois, elle a suivi les conférences, les webinaires, les réunions, qu'elle était en réelle difficulté. Elle n'a jamais pu participer lors de ces réunions et donc se faire remarquer. Elle était obligée derrière de reprendre, de voir les rapports, etc. Et ça, ce n'est pas normal. Il faut se créer les conditions pour être performant. Avoir un handicap, donc c'est déjà suffisamment lourd en soi. Il faut en parler, il faut pas se cacher. C'est important pour vous, pour votre bien-être, parce que c'est ce qui va être garant de votre épanouissement personnel et professionnel. Et les employeurs aujourd'hui sont en mesure de l'entendre et beaucoup font des démarches en ce sens. Mais après, c'est vrai que si en amont, on en discute, qu'on se montre ouvert,
Donc déjà, un moyen de créer de la confiance, notamment dans une phase d'entretien. Si d'emblée, encore une fois, hein, pour reprendre ce qu'a dit Benjamin, il est évident que ça appartient à chacun. Chacun ses convictions, son positionnement. Mais si on en parle d'emblée, donc on instaure un climat de confiance avec sa future employeuse, ça permet également de se créer les conditions de pouvoir parler d'aménagement. Évidemment, bien sûr qu'on n'est pas obligé d'entrer dans les détails de son handicap, mais parler des conséquences de son handicap, des besoins, c'est se créer du confort et c'est aller vers la performance. Donc, ça, c'est très important. Je suppose que Julien, dans le cadre d'une entreprise, sont des choses que tu abordes. Alors, je vois qu'il y a certaines questions, on va les prendre un petit peu à la fin. Donc, n'hésitez pas à poser toutes ces questions, on va les passer en revue pour y répondre. Pardon, Julien, je te repasse la main. Non, non, moi, mon message, c'est vraiment ce message de l'expression. Évidemment, chacun et chacune est tellement libre de son expression individuelle. Mais néanmoins, je ne peux que vous encourager. Je vais me permettre de vous donner un petit exemple assez simple. Dans le cadre des enquêtes Great Place to Work, on demande aux collaborateurs de se déclarer ou non comme aidant. Être aidant, c'est être aidant ascendant, descendant. Quand vous êtes aidant descendant, c'est assez facile en général. On sait que vous êtes papa ou maman. Quand vous êtes aidant ascendant, en général, les collaborateurs et les collaboratrices ne disent pas, bah là, je suis en train d'aider mon oncle, mon frère, ma mère, je ne sais pas qui. Pourtant, la charge est démentielle sur le collaborateur ou sur la collaboratrice qui se retrouve en situation d'aidance. Nous, à chaque fois qu'on pose ces questions, je vais être très transparent avec vous, à chaque fois on se fait défoncer parce qu'on nous dit c'est du personnel, je ne veux pas savoir, je ne veux pas partager ça avec mon entreprise. Pourquoi nous on se bat dans la logique de construire et de construire au fur et à mesure une culture de confiance? Parce que c'est cette culture de confiance qui permet de révéler aux gens les choses qui existent dans nos vies. Il y a une porosité dans nos vies entre notre vie pro et notre vie perso. Et ben cette porosité, elle est tout à fait normale, elle est pleinement naturelle. Et à mon sens, je me permets, elle doit émerger pour que chacun et chacune trouve sa place dans l'organisation. Tout à fait. On rejoint totalement ces valeurs. Au quotidien, je vois notamment, je reprends une question qui a été posée, comment faire pour que les employeurs n'aient plus peur du handicap? Généralement, c'est pas forcément une question de peur, c'est simplement une question de méconnaissance du handicap, de ses conséquences, et forcément une méconnaissance des actions à faire pour aller vers plus d'inclusion. Donc c'est ce qui fait que parfois par défaut, voilà, on a quelques appréhensions. Donc nous, notre travail, c'est de sensibiliser, sensibiliser, sensibiliser encore, expliquer. Et c'est aussi pour ça qu'on encourage tous les talents qui s'adressent à nous à en parler s'ils le souhaitent. Encore une fois, pas du handicap en lui-même, mais vraiment des conséquences et des besoins, parce que les employeurs sont à l'écoute. Mais quand on n'a pas une connaissance du handicap, et en plus, il y a plusieurs types de handicap et chacun nécessite des aménagements, une compréhension différente. Donc parlez-en. Et c'est de cette manière que de moins en moins, il y aura des appréhensions. Encore une fois, sinon faites-vous aider ou accompagner justement d'organismes. Il en existe beaucoup qui font un super travail pour vous accompagner, pour justement entrer en relation avec le ou la recruteuse pour mettre en place tous ces aménagements. Et c'est plus on va en parler, moins on va arrêter de se cacher et moins il y aura d'appréhension évidemment donc sur le handicap. Ça, c'est un vrai travail. Alors, au-delà de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, il y a un réel intérêt pour l'inclusion de tous et de toutes. Donc là, on parle plus spécifiquement du handicap, mais il y a de réels efforts qui sont faits. Il faut jamais baisser les bras. Évidemment que ça peut être, on va dire, un peu décourageant, un peu décevant. Alors, il ne faut pas non plus tout mettre derrière le handicap parce que toutes les personnes connaissent des difficultés pour l'accès à l'emploi pour des raisons X ou Y. Et c'est pour ça qu'il faut vous ouvrir, en parler. Nous, de notre côté, comme j'expliquais, on a un gros travail de sensibilisation à faire. C'est très bien accepté côté des entreprises. Elles sont curieuses de savoir comment inclure davantage ces collaborateurs et elles sont beaucoup plus soucieuses du bien-être des collaborateurs. Je sais du coup qu'il y a d'autres questions. Il y en a eu beaucoup. Vous avez chacun eu la possibilité
de poser 3 questions avant le début du webinaire, de la conférence. On n'a pas pu toutes les prendre. Je crois que Shailana, donc, qui est mon associée cofondatrice, en a trié quelques-unes. Il me semble qu'il y en avait certaines qui étaient intéressantes. Il y en avait aussi bien pour Julien que Benjamin. On attend que Shailana confirme du coup les questions. Alors, je les ai à me les envoyer. Je vous demande un instant. Effectivement, il y en a quelques-unes. Donc, il y en a une qui rejoint notamment ce dont on parlait, c'est-à-dire comment changer le regard, faire tomber les a priori. Donc ça, les biais qui sont liés au handicap. Là encore une fois, c'est en parlant. On a souvent la question de la part des candidats, comment aborder les sujets du handicap en entretien. Donc là, c'est vrai que c'est un peu complexe. Ça dépend si on est candidat, candidate ou si on est recruteur. Si on est candidat, candidate, évidemment que donc ça n'appartient qu'à soi, mais en parler tout de suite en disant, par exemple, j'ai besoin de tel aménagement pour bien travailler. Vous verrez que généralement, c'est bien perçu. Encore une fois, ça va tout de suite installer un climat de confiance. Côté entreprise, ça peut être un petit peu plus touchy, c'est vrai, mais nous, ce qu'on a tendance à conseiller, c'est d'emblée de parler plutôt d'aménagement. Est-ce que vous avez besoin d'aménagement spécifique? Donc, si c'est oui, donc là, évidemment, il y a matière à discussion. Donc, de quels aménagements vous avez besoin? Donc, soit on l'a déjà mis en place, ou soit on va s'adresser à des structures. Vous êtes en situation de handicap? Oui, non. Donc là, c'est propre à chacun. Si la personne n'a pas besoin d'aménagement, parce que dans pas mal de cas, il n'y a pas besoin d'aménagement spécifique. Si la personne répond non, on peut aller un petit peu plus loin en étant très ouvert et simplement en disant chez X entre chez nous, on a une culture d'inclusivité qui est forte, donc on a un vrai souci du bien-être des collaborateurs et on met en place pour avoir une vraie culture d'inclusivité. Donc là, normalement, le climat de confiance est instauré et c'est un petit peu plus simple. Je vais regarder également d'autres questions. N'hésitez pas à les poser dans le forum si jamais il y en a qui vous tiennent à cœur. Une autre question. Alors, je vais essayer de me trier pour qu'il y en ait pour chacun. On a vraiment beaucoup. Alors, du coup, Benjamin, j'ai une question. Benjamin, avez-vous dû surmonter des a priori ou des freins liés à votre handicap dans votre parcours d'entrepreneur? Benjamin, comment ça s'est passé pour toi, du coup, dans ton parcours? Alors dans le parcours, effectivement, comme je disais, c'est un handicap invisible qui peut être marqué et perçu par moment, mais en fait ça veut rien dire. En fait les questions qui se posent, effectivement, c'est au niveau de l'aménagement, c'est faire en sorte que ce soit bien mis en place et de manière judicieuse, on va dire. Il y a ça, et puis après c'est la prise en compte, on va dire, de tout le monde, c'est-à-dire des managers, mais aussi des collègues. Parce qu'effectivement, il y a tout l'environnement professionnel qui doit être pris en compte. Et parce qu'effectivement, quand on a, on va dire par exemple, des équipements comme on va dire, un zoom pour un logiciel de zoom sur écran, un écran un petit peu plus grand, un siège ergonomique. Voilà, il peut y avoir des questions dans l'environnement et en fait, c'est faire en sorte que tout le monde ait un niveau d'information, on va dire, nécessaire pour avoir une compréhension sur, oui, il y a un besoin et ce besoin, il doit être en conséquence et donc il y a du matériel pour faire en sorte que Benjamin travaille comme les autres et que ce soit pas perçu comme un avantage, parce qu'effectivement, c'est pas un avantage, loin de là. Comme une personne qui part tous les jours à 15 heures, c'est pas un avantage de partir à 15 heures, c'est parce qu'il y a une raison. Et donc, en fait, c'est pouvoir répondre normalement à tout le monde, sans forcément aller sur le sujet du handicap ou de la maladie, c'est pas le sujet, c'est effectivement juste mettre en adéquation le besoin, en fait,
Et pourquoi c'est là, en fait. Donc il y a rien de personnel et en fait, effectivement, plus on arrive à en parler, comme je disais, hein, et plus il y a une forme d'acceptation de soi et plus les autres sont dans la compréhension aussi, effectivement, des besoins et c'est ça qui fait effectivement évoluer les choses, je dirais globalement et donc les freins, en fait, il y en a plein au fur et à mesure, mais en fait, plus on avance personnellement, plus on fait évoluer, on va dire, collectivement les choses et mieux on est, en fait. Effectivement, on a un épanouissement, on se sent beaucoup mieux qu'effectivement de garder tout à l'intérieur de nous, parce qu'effectivement après ça peut générer des frustrations, ça peut générer plein de choses négatives, alors que bah en fait il n'y a pas de raison, il y a pas de raison de faire ça justement. Nous on est là pour s'épanouir comme les autres et faire en sorte d'aller de l'avant. Donc en fait il faut juste trouver le juste milieu, à qui on en parle, de quelle manière on en parle. Et ça, c'est le feeling, je dirais, presque de chacun. C'est pour ça que c'est vraiment très personnel. Ça dépend de notre parcours où on en est. Moi, j'ai mis quand même, je veux dire, plus ou moins un certain temps pour avancer de palier en palier. Mais, euh, mais effectivement, aujourd'hui, j'arrive beaucoup plus facilement à dire quand j'arrive auprès de personnes que je connais pas ou une réunion ou autre, dire voilà, moi j'ai besoin d'être, par exemple, d'être positionné à tel endroit où l'écran je le vois pas. Alors qu'à une époque, effectivement, on va dire que je me censurais, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de censure chez les personnes concernées, et il n'y a pas de raison de se mettre en difficulté pour rien, en fait. Mm. Donc tout à fait, il y a aucune raison, de pas se créer des conditions et profiter, comme tout un chacun de la performance tout simplement. J'ai une question, pour Julien. Ça me semble important qu'on aborde le sujet, c'est comment, favoriser, l'implication de l'ensemble des collaborateurs, donc valides et non valides, dans une démarche d'inclusion? Parce qu'effectivement, il est difficile, d'avoir un même niveau, d'implication de tous les collaborateurs. Qu'est-ce que tu en penses? Comment favoriser justement Alors, l'implication de chacun? effectivement, je pense que les organisations dans leur ensemble, en tous les cas celles que nous on voit à travers Great Place to Work, sont souvent des organisations qui sont sur un chemin d'amélioration, d'inclusion. Et d'inclusion avec des S. C'est-à-dire qu'il y a plein de thématiques aujourd'hui qui sont prises en charge pour construire des environnements de travail inclusifs. Euh, J'insisterai sur un élément clé qui est le manager de proximité. C'est-à-dire que, comme le disait Benjamin, en fait, la clé, c'est évidemment, ça dépend de votre niveau de maturité, de votre capacité à le faire, d'en parler aux ressources humaines, à la médecine du travail, c'est évident, me semble-t-il. Mais par contre, c'est d'en parler au manager. Parce qu'en fait, celui ou celle qui a les clés pour expliquer, inclure dans ses pratiques quotidiennes, parce que ce sont que des pratiques quotidiennes, c'est le manager de proximité. C'est lui, quelque part, qui va fixer les objectifs, montrer que c'est équitable et partager cette équité auprès de chacun et de chacune. Mm. Donc, Tout à- la première façon de faire, c'est quand même de les former, de les accompagner et de leur faire comprendre le, la nécessité de ces démarches d'inclusion. Pardon, Raya. Tout à fait. Ah non, non, je réfléchissais en même temps parce qu'on a une autre question qui est intéressante et qu'on nous pose souvent côté talent. C'est est-ce qu'on doit indiquer qu'on détient une RQTH ou pas sur un CV ou une lettre de motivation? Là, encore une fois, la réponse est simple, c'est que ça appartient à chacun parce que c'est une information donc, qui est donnée, qui est sensible et qui est personnelle surtout. Nous, si la personne est à l'aise avec ça, on a tendance plutôt à l'encourager, tout simplement parce que c'est pas grave d'être en situation de handicap, c'est juste que ça nécessite ou pas certains aménagements. Et comme on l'a expliqué, ça peut être aussi un booster d'employabilité puisque à compétences égales, on va favoriser l'emploi d'une personne en situation de handicap. Donc nous, vraiment, on le conseille, mais encore une fois, il faut être à l'aise avec le sujet. Il faut peut-être, avant de le mettre, se poser des questions. Si on aborde le sujet, comment est-ce que je vais en parler? Comment je vais le mettre en avant? Je ne souhaite pas, enfin, je souhaite ou je ne souhaite pas parler de mon handicap. Et donc là, il faut vous faire accompagner. Vous avez la possibilité sur MixiJob de prendre un rendez-vous pour discuter justement de votre positionnement, notamment de votre CV ou lettre de motivation. Ce sont des rendez-vous qui sont par téléphone ou en visio, donc virtuel, et évidemment gratuits.
Donc, n'hésitez pas, mais nous, on le recommande évidemment fortement. Toi, Benjamin, qui est en situation de handicap, qu'est-ce que tu penses du fait d'inscrire qu'on a une RQTH sur son CV? Effectivement, comme je l'exprimais, moi, je l'avais fait parce que je m'étais dit que ça serait une facilité pour moi de trouver un emploi. Ça a été le cas pour moi, peut-être pas pour tout le monde, mais en tout cas, j'ai pu voir que ça fonctionnait. Effectivement, je suis parti aussi du principe, effectivement, j'avais pas cette notion de confiance à l'époque parce que voilà, je débarquais sur le milieu professionnel, mais je me disais que je voulais pas me mettre en difficulté et pouvoir annoncer dès le départ que j'avais besoin effectivement d'une certaine forme de compréhension et de dire que bah, j'aurais besoin d'adaptation au niveau de l'équipement. Et donc c'est vrai que si on sait d'emblée, même si on a un handicap invisible, qu'on aura besoin d'adaptation tout de suite ou dans quelques mois, bah, vaut mieux le dire parce que effectivement la perception, on va dire, de l'employeur et de sa confiance, bah, ça sera beaucoup plus engageant et il y aura, on va dire, un lien beaucoup plus fort dès le départ que de l'annoncer après, parce qu'après, il y aura les a priori. Est-ce que la personne fait exprès ou pas? Pourquoi elle me le dit que maintenant? Et en fait, il peut y avoir une espèce de remise en question qui est pas très saine, on va dire. Donc en fait, faut essayer de voir à quelques mois si on aura vraiment un besoin nécessaire. Si on a un besoin nécessaire, vaut mieux le dire d'emblée. Comme ça, il n'y a pas de question et on se fait pas de nœud au cerveau personnellement parce que ça peut vite être encombrant personnellement. Ça peut être une charge mentale. Donc il faut déjà penser à sa santé mentale dans un premier temps et ensuite, le fait effectivement d'avoir un lien de confiance avec son entreprise et avec ses managers. Et c'est vrai que nous, on a notre part, on va dire, à faire, c'est-à-dire d'avancer sur le chemin de l'acceptation et dire oui, j'ai une RQTH, oui, j'ai besoin, on va dire, d'adaptation. Et l'employeur aussi de son côté a sa part aussi à faire, c'est-à-dire effectivement de sensibiliser, d'avoir une politique handicap à la hauteur de ces enjeux, c'est-à-dire que effectivement former et sensibiliser en interne. Et ça, il doit le faire. Et il a aussi sa part où bah, quand il emploie des personnes en situation de handicap, eh bah, il doit avoir des points d'attention. Parce qu'effectivement, bah, nous, on va dire que on a quand même une forme de protection vis-à-vis de la RQTH qui n'est pas négligeable quand on est déclaré, que quand on ne l'est pas et qu'on subit certaines choses, eh ben, c'est déjà plus compliqué. Parce que vu qu'il n'était pas informé, voilà. Par contre, s'il est informé, bah, il peut pas dire je savais pas. On Et est donc c'est pour d'accord? ça que chacun a sa part de responsabilité, chacun a sa part à faire. Il n'y a pas que nous, il n'y a pas que eux, c'est voilà, c'est les deux. Le, le Ouais, ça va dans contrat, les 2 sens. ouais, le contrat de J'ai, confiance, il est vraiment dans les deux sens. Moi, je ne peux que insister et abonder ça dans ce que dit Benjamin. Ça ne peut que fonctionner, comme ça de toute façon. J'ai, une question, pour la fin et qui est importante aussi bien, côté entreprise, que côté candidat et candidate puisque c'est complémentaire. Julien, est-ce que tu peux donner, peut-être quelques, actions concrètes, que pourrait mettre en place une entreprise, qui, veut se lancer, dans une démarche, inclusive? Alors, d'abord, la clé, hein, c'est ce que disait Benjamin, hein, c'est d'être à la hauteur de cet enjeu. Et cet enjeu, c'est d'abord la connaissance, donc la formation. La formation. Enfin, c'est assez simple. En ce moment, il suffit d'aller au cinéma, quoi. Hein, donc, c'est pas compliqué. Ouais. Donc, la formation, c'est possible pour tout le monde. Il n'y a pas une organisation qui peut ne pas former aujourd'hui ses collaborateurs et ses collaboratrices à avoir une compréhension fine et complète des personnes en situation de handicap. Donc c'est la clé. Moi, j'ai un exemple d'une organisation, c'est vraiment celle-ci, qui était une organisation qui a fait le choix d'accueillir des personnes souffrant d'autisme et d'un syndrome autistique fort. Vous savez que l'autisme enfin, il y a une largeur sur les syndromes qui est Mmh. assez forte. La clé, c'est je forme mes collaborateurs, je les informe de l'arrivée des personnes en situation de handicap et derrière, j'adapte les conditions de travail, mais les conditions du succès du travail. Les gens viennent pour avoir un succès au boulot. Donc, en fait, c'est tout un état d'esprit qui, à mon sens, est crucial et dont, je suis désolé d'insister là-dessus, hein, mais
dont l'élément, la pierre angulaire, c'est le manager ou la manageuse de proximité. Non, tu as tout à fait raison. Je pense que les entreprises, aujourd'hui doivent toutes, se lancer dans une démarche inclusive. Certaines, ont déjà bien initié, le travail, d'autres sont en cours. Les plus petites entreprises aussi, même si elles n'ont pas d'obligation, peuvent, construire une culture d'inclusivité. Beaucoup le font déjà et ça, c'est très prometteur. Donc, il faut pas s'arrêter à une RQTH parce que les personnes en situation de handicap ne sont pas qu'une reconnaissance administrative. Et donc, il faut aller de l'avant, en parler. Donc, c'est vraiment les conseils de la fin. Ne pas le voir comme un frein, mais au contraire comme un booster d'employabilité. Merci du coup à tout le monde d'avoir suivi cette conférence. N'hésitez pas, si par la suite il y a tout de même des questions, on va rester disponible. N'hésitez pas à suivre Mixi Job sur les réseaux, même à vous inscrire sur la plateforme par la suite, en espérant qu'aujourd'hui, chacun trouve un emploi, rencontre des employeurs et employeuses à l'écoute. Je vais me rendre sur le stand Mixi Job. Si jamais au cours de la journée, il y a des questions, que ce soit en termes techniques pour la connexion, même des questions autour du travail. Vous avez également un stand Point Info Handicap où vous allez pouvoir poser toutes vos questions, donc qui est tenu par le GIEC Info et Handicap. Et Eva Fichot donc, va se charger de répondre à toutes vos questions. Merci Julien, merci Benjamin pour ces précieux conseils, ces précieux éclairages. Et je souhaite à tout le monde une excellente journée. Bonne journée et bon salon. Bonne journée, Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.